L'ours et la fée, par P. G. Carmona. Chapitre 3. Une arrivée. Jeanne et Nathan, son fils de 4 ans, finissent leur installation, respectivement place numéro 58 et numéro 57 de la voiture numéro 8. Le petit s'est assis, heureux de voyager côté fenêtre, en sens contraire de la marche. Nathan a toute la place pour faire rouler sa superbe voiture de police sur la table. Ils voyagent léger, chacun un sac à dos, mis sur les sièges d'en face où aucun passager n'a manifestement réservé. Tout un carré pour eux tout seuls, un vrai jackpot. Paris, gare de Lyon, 9h. Le train numéro 6607 à destination de Lyon-Perrache s'actionne. Jeanne affiche les traits tirés, mais masque sa fatigue par les généreuses marques d'affection témoignées sans cesse à Nathan. La complicité entre ces deux-là saute aux yeux. L'hôpital lui prenant tout son temps, rares sont les occasions de se retrouver. Elle lui a consacré une véritable parenthèse, uniquement tous les deux. Quelques jours ensemble à Paris, visite de Lyon que Jeanne a toujours voulu découvrir, puis départ pour l'océan bordelais. Blottis l'un contre l'autre, ils regardent un film sur le téléphone de Jeanne. Sa passion pour les nouvelles technologies reste relative. Ordinateur portable ou tablette tactile l'aurait de toute façon encombré pour son voyage qu'elle voulait léger. Au moins, son minuscule écran de téléphone l'oblige à se rapprocher de Nathan. Pourquoi s'en plaindre ? Cela ne l'empêche pas d'être attiré par cet homme, juste sur le carré d'à côté, place numéro 54. En fait, l'homme lui importe peu, à part ce drôle d'épi sur les cheveux. Cela contraste avec la posture sérieuse du cadre trentenaire dynamique qu'il tente de se donner. Cependant, il scrute une boîte en bois, laquelle obsède Jeanne aussi. Quelle étrange boîte. Juste avant le départ, un inconnu s'est assis en face de lui, de ce monsieur place numéro 54. Tout en s'installant, elle n'a pas pu s'empêcher d'écouter leur conversation. L'inconnu, lui tendant cette boîte sortie de son sac à dos, lui a demandé de la transmettre à une certaine Bertin ou quelque chose comme ça. Il y avait une ville aussi. Neuilly. Non. Le nom entendu a fait tilt à ses oreilles. Elle va s'en souvenir, avec un minimum de concentration. En tout cas, l'homme place numéro 54 vient de la délaisser sur la table. Il devient difficile pour Jeanne de s'en intéresser sans tourner la tête de manière flagrante. Même s'il se lève et sort de la voiture en instant, un passager voyage aussi dans ce carré, en face de lui. Cela va paraître étrange. Jeanne se concentre à nouveau sur le film de son téléphone. Un court instant, car à l'origine, tout part de l'inconnu au sac à dos, lequel ne quitte plus ses pensées. Quelle démarche des plus inattendues! L'inconnu a précisé, si ses souvenirs sont exacts, qu'il aimerait revoir la fille, destinataire de cette boîte. Il sera aussi impossible, à ce monsieur de la place numéro 54, d'ouvrir cette boîte en bois. Il doit juste la transmettre. C'est tout. Mais impossible pourquoi ? Et cette fille, quel âge a-t-elle ? À quoi ressemble-t-elle ? Est-elle toujours dans cette ville ? Est-elle toujours en vie ? Et lui, qui est-il ? Comment le retrouver ? Elle aurait eu des dizaines de questions à poser à cet inconnu, à la place de cet homme qui, revenu avec un café, s'agite de plus en plus à côté d'elle, jusqu'au sursaut inattendu. « Bon sang, faites taire ce putain de gosse !» vient-elle d'entendre de sa bouche à destination d'une jeune mère à l'autre bout de la voiture. Cela n'a pas échappé à Nathan non plus. Ni une ni deux, Jeanne le coupe de cette atmosphère électrique en montant un peu le son du téléphone. Inutile qu'un garçonnet de 4 ans donne de l'importance à des querelles futiles d'adultes par le simple biais de son attention, qu'un contrôleur passant au même instant désamorce sans peine. Jeanne et Nathan continuent leur film. Le garçon reste calme, dans les bras de sa maman qui tente d'ignorer l'agitation de son voisin de carré, ce dernier cherchant une chose importante dans le fouillis matérialiste de ses affaires. Un bref coup d'œil, le paisible Nathan s'endort. Par des mouvements lents, d'une délicatesse sans faille, Jeanne retire son bras gauche, puis son bras droit.
Elle pose la tête de Nathan contre sa veste, roulée en boule sur le coin de son siège, et finit par le couvrir. La main sur les jambes recroquevillées de son enfant, le regard à travers cette fenêtre du train sillonnant un petit bout de France, elle laisse à son tour gambader son esprit au rythme du paysage qui défile selon la distance d'où elle le regarde. Elle s'imagine Mademoiselle Bertin, dont les traits sont flous, recevant la boîte selon diverses mises en scène. Ce misérable messager couvert d'or par cette reine des 1001 nuits, ce preux chevalier et cette inconsolable princesse, ce facteur des années 20, porteur de l'objet attendu par cette âme esselée sur son sofa. Ou ce voisin de carré qui parle beaucoup trop fort. « Ouais, Ludivine. Allô? Allô? Tu m'entends? Tu m'entends? J'ai besoin d'un truc, là. Urgent. Allô ?» hurle-t-il au téléphone, réveillant Nathan par la même occasion, la fureur d'un passager et l'exaspération de toute la voiture. « Il part fort, le monsieur, maman, » chuchote Nathan. « Oui, mon chéri, il est pas très gentil. » Bien énervant, ce voisin. Il vient de rayer le disque de leurs rêves. Le temps est venu pour lui de se calmer. Encore 1 heure de trajet, tout de même. Jeanne ne désire pas connaître la prochaine étape des coups de sang de ce monsieur qui, à l'instant, se rend aux toilettes. Elle se lève aussi pour se dégourdir les jambes. Nathan, aux aguets de l'homme qui s'éloigne. « Regarde, il a une antenne derrière la tête. C'est un extraterrestre !» dit Nathan, ravi de trouver une explication capillaire. « Mais oui, c'est pour ça !» dit Jeanne. « Et t'as vu, il marchait bizarrement, en regardant tout le monde. Quand on est plusieurs à les ignorer, on devient invisible et ils s'endorment. J'ai vu ça dans un magazine. »« Waouh, trop cool !» Jeanne regarde l'homme s'éloigner, puis porte machinalement son attention sur l'emplacement de ce bruyant voisin. Tout se remue-ménage pour toute cette technologie, ayant pris la place de cette curieuse boîte, à présent sous la table. Jeanne vient de l'apercevoir et saisit sa chance. Avec son pied, elle glisse la boîte sous le siège de l'homme. Il n'a pas fait attention à sa disparition, elle ne semble pas lui manquer. Si toutefois il la cherche, Jeanne lui dira, mais cette éventualité est peu probable selon elle. Jeanne se rassoit. Elle change de programme pour son enfant. Elle choisit une comptine. Elle ajuste le son afin d'adoucir un peu l'atmosphère, en espérant que ce monsieur se rappellera qu'il a, lui aussi, été un enfant, et se blottit à nouveau contre Nathan, pour une seconde séance qu'elle lui promet plus calme. Le monsieur de la place numéro 54 échange pour le côté fenêtre du passager en face de lui. Puis il se replonge dans son ordinateur portable, sur lequel il travaille d'arrache-pied. Après de longues, calmes et sereines minutes, le train amorce sa décélération. Une voix annonçant son imminente entrée en gare de Lyon-Part-Dieu. Puis continuera sa course pour Lyon-Perrache. La majeure partie du train semble descendre ici. En témoignent de petites agitations ici et là. Le passager de la place numéro 54, devenu en l'espace de 2 heures le casse-pied de la voiture numéro 8, l'énervé de la place numéro 54, l'excité de cette même place, puis l'extraterrestre qui titube avec une antenne sur la tête, est maintenant l'endormi de la place numéro 52. « Oh, l'extraterrestre s'est endormi. T'avais raison, maman, » remarque Nathan. « Chut, il ne faut pas le réveiller, » s'amuse Jeanne de son pari gagné. « Prépare tes affaires. » Le spécimen demeure dos à la sortie, mais surtout dos à toute une voiture exaspérée, absolument non disposée ne serait-ce qu'à regarder dans la direction de ce monsieur immobile à Lyon-Part-Dieu, sachant que le train continue jusqu'à la prochaine gare. En bref, qu'il se débrouille cet odieux personnage. Dans ce jeu d'échange de place de cette dernière voiture numéro 8, Jeanne demeure la seule passagère à passer devant lui, la non-rancunière personne voyageant aussi dans ce carré et ayant échangé de place avec lui marche déjà sur la voie. Mais les priorités de Jeanne sont autres. « Mon loulou, on va changer un peu nos plans. T'inquiète pas, c'est juste un détour. On va voir un ami, » dit-elle à hauteur de son jeune enfant. Elle ramasse la boîte en bois, que ce lâche monsieur a laissé tomber sans s'en apercevoir, à force de replacer son ordinateur sur la table. Sur le dos de la boîte, elle lit les inscriptions. Martin Neville. Ah, c'était Neville, murmure-t-elle en repensant au personnage des histoires de Harry Potter,
qu'elle lit à son fils. Neuville-sur-Saône. Ok. Puis, de toute sa délicatesse, elle programme le réveil de son précieux téléphone pour 11h10, avant que le train reparte pour Perrache. Inutile d'être trop affreuse avec lui. Main dans la main avec Nathan et sa voiture de police, croisant les passagers embarquant pour Lyon-Perrache, ils quittent le train. Jeanne et Nathan traversent le hall de gare, puis regagnent la sortie où sont stationnés les bus, débouchant aussi sur une entrée de métro. Parfait. Une recherche sur son téléphone devrait lui donner l'itinéraire pour se rendre à Neuville. Et c'est un bus qu'il faut emprunter, le numéro 70. « On fait quoi, maman ?» demande Nathan. « Il faut trouver le bus 70. Tu m'aides ? Quand tu vois un 7 et un 0, tu me le dis, d'accord ?» dit-elle en s'appuyant sur les chiffres de sa montre. La fatiguée Jeanne compte sur l'observateur Nathan, qui ne tarde pas à trouver le bonheur de sa maman. Bien assis à bord, le bus numéro 70 quitte la gare de Lyon-Pardieu, laissant derrière lui le centre commercial qui lui fait face, animant tout un quartier gardé par 2 tours, le Crayon, la plus historique, ainsi que la tour Oxygène, la plus récente. Il continue jusqu'au Brotteau et son ancienne gare lyonnaise du XIXe siècle. D'un point de vue géographique, Lyon se termine bientôt, une fois passé le rugissant parc de la Tête d'Or, sauvage diamant vert émeraude au cœur bleu saphir, bien gardé au nord par la Cité internationale puis le Rhône, premier parent de la ville. Le bus poursuit sa route et entre dans Caluire et Cuire. Le paysage devient plus clairsemé. Le bus quitte la banlieue proche pour des villes à l'air plus respirable, semble-t-il. Il descend une longue route, la montée Roi, aboutissant à une autre longeant la Saône, le second parent. Ils arrivent à Fontaine-sur-Saône, d'après le plan. On se situe entre la ville et le village bien développé, à la fois si près de Lyon et à l'atmosphère si lointaine. C'est agréable. « On est bientôt arrivé, maman ?» demande Nathan impatient. « Eh bien, regarde, on est là, » dit-elle en lui montrant le plan de son téléphone. Le bus vient de quitter Roche-Taillée-sur-Saône. Bientôt Fleurieux-sur-Saône et enfin Neuville-sur-Saône. C'est rigolo, c'est toujours sur Saône. Quand on arrivera, je voudrais un burger sur Saône avec des frites sur Saône. Oh oui, bonne idée. Moi, je prendrais une salade sur Saône. Renchérit sa joueuse de mer, masquant par cette subtilité son manque total d'appétit. Le bus numéro 70 arrive à Neuville-sur-Saône, terminus d'un long périple d'environ 3/4 d'heure dans le nord de la région lyonnaise. Plus loin, à travers les arbres, le pont, emblème de la ville, ricochant sur la Saône depuis les années 30 en 3 arches. Ils iront se promener sur ses bords, ainsi qu'aux alentours. Mais pour l'heure, burgers, frites et salade. Jeanne se force. La faim manque. L'hôpital, où elle passe le plus clair de son temps, l'épuise. Cela risque d'empirer. Pour l'heure, trouver cette mademoiselle Martin semble une entreprise des plus difficiles sans préparation, dans une parfaite ville inconnue. Pendant le trajet, elle a consulté le site internet de la ville afin de l'inspirer, mais au fond, elle s'en fiche. L'important, c'est son fils, Nathan. Passer du temps avec lui, ici ou là, peu lui importe. Ce petit détour en cette belle journée dans Neuville, contribuant au curieux mais romantique souhait de cet inconnu dans le train, paraît somme toute un original imprévu. Ils iront à Lyon après. Ils partiront pour Bordeaux ensuite. Rien de grave. La complicité avec Nathan demeure essentielle. Elle trouvera une solution pour la boîte, c'est une certitude. Et pendant qu'il fait rouler sa voiture de police sur la table, elle déguste un reposant thé. Jeanne et son petit Nathan se baladent, comme promis, sur les bords de Saône, de l'autre côté de la route principale de Neuville, sous le pont, près d'un grand parking. Un couple de cygnes avec ses petits est là. Comme d'habitude à cet endroit, les canards ne sont jamais bien loin non plus, ni les opportunistes pigeons. Un vieux monsieur leur donne à manger, leur jetant du pain rassis, pioché dans un sac en plastique, tout en essayant de ne pas perdre l'équilibre précaire de sa canne. Ce genre de pratique reste défendu, mais le gaspillage n'est pas dans son histoire. Jeanne s'assoit sur l'escalier aménagé du petit parvis de bord de Saône,
profitant de cet instant pour lire une discrète plaque commémorative des frères Lumière, qui ont immortalisé une arrivée de congressistes ici, sur ce quai de Neuville-sur-Saône, en 1895. Présente sur Internet en vidéo, on voit même l'ancien pont sur ce film. C'est incroyable. L'intrépide Nathan s'approche du vieil homme pour lui demander une poignée de morceaux de pain, s'adonnant à son tour à la nourriture des volatiles. Jeanne le regarde. Si naturel, si vrai. Aucun masque sur ses spontanées expressions. Il court, il s'amuse avec les pigeons, il s'émerveille devant les cygnes. Il parle avec le vieil homme, essayant tant bien que mal de lui expliquer qu'au zoo, il a vu une girafe avec un coup de 100 mètres au moins, mais qu'après réflexion, c'était plutôt 50 mètres. Le vent joue avec ses fins cheveux blonds, dorés par un généreux soleil en cet après-midi. Les deux petites fossettes de son sourire le mettent dans une parenthèse insouciante du monde qui l'entoure. Peut-être fera-t-il des grandes choses. Cela n'est pas du ressort de Jeanne. Mais au moins, qu'il soit quelqu'un de bien. Les larmes lui viennent. Mais inutile de s'éterniser ici. Ils partent à la découverte de la ville. Dans la rue menant à la place de l'église, laquelle se dresse fièrement au milieu de tous les commerces, cernés de part et d'autre de petites ruelles, Nathan remarque. « Oh, regarde maman, des soldats avec des casques !» « Mais non, lui répond-elle amusée. Ce sont 2 clochers de l'église. On dirait des lanternes. Ce n'est pas commun, c'est vrai. Cette ville possède son charme. Un pont aux 3 arches, emblème de la ville, les frères Lumière comme invités, et une église en pierre dorée du XVIIe siècle à 2 clochers. Et passant du coq à l'âne, comme tout enfant de 4 ans, Nathan s'interroge. « Maman, t'as connu tes papis, toi ?»« Oui, mon chéri. Mais je n'ai connu qu'un seul de mes papis. »« Il était gentil ?»« Oui, bien sûr. Tout le monde le connaissait dans mon village. Il était très grand et portait toujours un béret. Et il avait de grandes oreilles. Il racontait toujours des histoires drôles. Et quand je travaillais bien à l'école, il me donnait une petite pièce pour que j'aille m'acheter plein de bonbons. Il se faisait disputer après, c'était drôle. Mais ce qui m'a toujours impressionné, c'est sa mémoire. Il se souvenait de plein de choses. Des noms, des visages, des anecdotes. C'était... Jeanne s'essouffle et ralentit son pas. La coordination devient difficile. Se tenant la tête, elle parvient à s'asseoir à une terrasse, in extremis avant un malaise, évité de justesse grâce à Nathan qui a prévenu le gérant. Juste un petit coup de chaud, probablement. Qu'un grand verre d'eau calme tout de suite. Jeanne reprend ses esprits, pas ses couleurs. C'est une battante, mais refouler la réalité devient difficile. L'hôpital va lui prendre davantage de temps. Elle va de moins en moins voir son petit, et accepter même des semaines sans caresser sa jolie frimousse. Sa santé va en pâtir, mais elle n'a pas choisi cette situation. C'est ainsi. Quand viendra le moment, elle en parlera. Nathan comprendra. Nathan comprend toujours. Tenant la petite main de son Nathan, dont elle savoure chaque sillon de sa peau toute douce, Jeanne continue sa découverte des rues de Neuville, bourgade encore inconnue il y a 3 heures à peine. Ils viennent d'apercevoir l'hôtel de ville, avec, semble-t-il, un parc devant. Idéal pour y finir son escapade, transmettre la boîte en bois dans cet espace public avant de reprendre la route pour Lyon. Le trajet parcouru depuis dans Neuville n'aura au final pas été si long. Les bus, la place de l'église, l'hôtel de ville et le parc ont une bonne proximité. C'est heureux. Ils s'arrêtent devant un bâtiment. Maison de la musique, peut-on lire dessus. Des notes s'en échappent. L'oreille de Jeanne reconnaît sa musique adorée, le jazz. C'est parfait. On lui permet même d'entrer. À l'intérieur d'une obscure salle, un groupe en répétition, comme en témoignent les nombreuses coupures pour arrangement de la chanteuse, du saxophoniste, du pianiste, du contrebassiste, du batteur. Pour Jeanne, c'est un régal. Discrète dans un coin de la salle, un mini-concert rien que pour elle et son petit ange, où pendant une demi-heure s'enchaînent les standards, de Sinatra, Armstrong, Fitzgerald, Simone et bien d'autres, dans une ambiance intimiste et complice, menée par le couple batteur et contrebassiste,
seuls seniors de plus de 70 ans à vue d'œil, les leaders de ce groupe au vu de leurs interventions. Jeanne les regarde avec tendresse s'accorder au service de l'instrument de musique, faire corps avec ces bouts de bois et de métal, leur donner vie. Il ferme les yeux, ne regarde aucune partition, aucune portée, aucune note. Ils sont ailleurs et présents à la fois. Les agiles doigts du contrebassiste se baladent sur le manche, prenant le pouls émotionnel de son instrument à cordes de métal, vibrant au diapason de la caisse de résonance en érable. Les fouets du batteur enchaînent, alternent coups secs, bruts et brefs, ou caresses sablées, calmes et langoureuses, tantôt sur sa caisse claire, tantôt sur ses cymbales. Chaque coup sur son instrument masse le cœur de son âme musicale. Et pendant cette demi-heure, Jeanne se laisse emporter dans leur univers, blottie contre son fils, oubliant toutes les douleurs, toute la fatigue. À la sortie de la répétition, Jeanne et Nathan s'acheminent en direction du parc. Des cris d'enfants derrière elle. Une petite fille et un petit garçon tombant dans les bras d'un homme à la sortie de la maison de la musique. Il s'agit du batteur du groupe et de ses petits-enfants du même âge que Nathan, visiblement. C'est adorable. Jeanne s'affaiblit, payant l'addition d'un ridicule repas du midi. Mais elle tiendra le coup. Encore une petite heure, assise à son aise à l'ombre, et ils reprendront la route pour Lyon. De là, elle pourra mieux se reposer. Elle commence à tousser. Ce n'est rien. Encore une poussière dans l'air, à coup sûr. Jeanne arrive au parc, enfin. Elle s'assoit au fond où un mur le délimite, sur un banc près d'une sortie. Nathan court vers les attractions et autres défouloirs casse-cou de l'espace vert, attaché à l'hôtel de ville, ancien château de la commune, dont on aperçoit encore les douves. Quelle énergie à cet âge! Il a déjà dompté les structures et sympathisé avec plein d'amis. À 4 ans, tout va si vite, tout est si simple. Jeanne tousse encore. Ce n'est rien. Parmi les nouveaux amis de Nathan, un petit garçon et une petite fille. Les petits-enfants du batteur de jazz. Jeanne les reconnaît, malgré ses yeux fatigués. Il est bien là, de l'autre côté de la structure pour enfants. Le showman se met en scène devant un ami, le contrebassiste paraît-il. Il s'amuse aussi avec ses petits-enfants. Ça se chamaille, ça se chatouille. Ses yeux enchantés contemplent là un joli tableau d'une émouvante complicité intergénérationnelle. Et Jeanne tousse. Nathan, voyant sa maman en difficulté, s'approche d'elle. « T'es malade, maman ?» Nathan, on ne va pas pouvoir aller voir l'océan. Maman a une vilaine petite bête dans la gorge, suffoque-t-elle. Mais maman va aller beaucoup mieux d'ici quelque temps, d'accord? Tu ne m'en veux pas, hein? Non, c'est pas grave. On ira quand je serai plus grand. T'es trop mignon, lui dit-elle en le serrant dans ses bras. Tu dois retourner à l'hôpital, maman? Demande l'enfant, plongé dans les larmes de sa mère. Oui, mon chéri. Je pensais avoir plus de temps. Je suis désolée. La discrète Jeanne finit de préparer les affaires de son fils. Mais tromper la vigilance de Nathan n'est pas aussi simple. Garde ma voiture de police. Tu me la rendras plus tard. Moi, j'en ai pas besoin. Jeanne sourit. Son fils, Nathan, grandissant trop vite. Elle ne veut pas perdre une seule seconde de cette étreinte, même s'il lui crève le cœur à chaque mot. Embrassant Nathan, elle lui chuchote un important dernier mot à l'oreille. « Tu te souviens ? Maman a dit dans le train qu'elle devait voir un ami. » Oui, il est arrivé. Le sac à dos bien en place, le fier Nathan s'avance dans le parc, comme un grand, comme un homme. Il s'arrête au niveau du batteur de jazz, qui discutait avec son ami contrebassiste. Puis il plonge la main dans son petit sac à dos. « Bonjour monsieur, dit-il de sa polie petite voix. « Salut Gone, lui répond le vieil homme avec un brin d'accent de la région. Ma maman vous aime bien. Elle dit que vous êtes un bon musicien, que vous devez avoir une bonne mémoire et que vous êtes un super papy. Elle vous donne cette boîte. Elle dit que vous saurez vous aussi la donner. » « Oh, c'est très gentil ça, dit le vieux musicien en prenant la boîte. Mais elle est où ta maman ?
Faut pas qu'elle soit timide, j'aimerais la remercier. Elle est partie parce qu'elle toussait trop. Et quand elle tousse, il y a du rouge dans sa main. Mais elle va guérir et on ira à l'océan après. Je peux jouer avec vous? Maman m'a dit que si j'étais très sage, je pourrais voir une vraie voiture de police et des vrais policiers avant qu'on m'emmène chez mon papa. S'il vous plaît, monsieur. Assommé par ces révélations, tenant dans sa main la boîte en bois d'une petite tête blonde perchée à 1 mètre du sol, se dressant devant lui tout sourire, attendant une réponse, le vieux musicien se tourne vers son ami du banc. Le naturel du petit garçon, nullement apeuré, fascine plus qu'il ne panique. « Oui, va jouer. Reste devant que je puisse te voir, » dit-il d'une voix calme à l'enfant. Nathan s'exécute et continue d'arpenter avec joie les jeux de plein air en compagnie des petits-enfants du vieux musicien. Leur rire masquant la sirène d'une ambulance à l'extérieur du parc qui s'approche, derrière le mur, là-bas, près de la sortie.